de te prêter au jeu de l'interview sans avoir eu les questions à l'avance. C'est très sympa de ta part et te remercier effectivement pour ce moment que tu passes avec nous. Te remercier aussi pour toutes tes interventions et tout ce que tu as pu faire au cours de ce MOOC et de ces 10 semaines de présence avec nous. Comme j'ai pu vous le signaler à plusieurs reprises, c'était vraiment avec plaisir. Fatigant, ça c'est sûr, mais j'ai vraiment je me suis vraiment amusée pendant 10 semaines et il y a eu beaucoup d'échanges. C'était très riche et c'était vraiment un vrai plaisir de le faire. Alors, ce questionnaire, il va avoir plusieurs parties. La première partie, elle va parler un peu de toi en tant qu'animatrice, tes objectifs et compétences. La deuxième partie va être plutôt centrée sur les séances, le contenu, les thèmes. La troisième partie, ce sera les participants, le questionnaire et leurs compétences. Et la quatrième, un petit bilan. Ensuite, pour continuer sur nos actions, Déborah se propose de travailler un peu sur les vidéos et après vous les avoir proposées, de les mettre en ligne. Et puis moi, de travailler à faire regrouper les interviews, c'est-à-dire quand on aura le retour, il n'y aura pas forcément de nom, même si je vais vous soumettre de toute façon ce que j'ai fait. Et puis après, de croiser vos réponses avec celles des participants. Voilà. Et puis avant de commencer sur les thèmes, une petite question préliminaire sur les rôles. Est-ce que vous vous êtes distribué les rôles avant le MOOC ou pas quel était le tien? Comment ça s'est passé? Alors, on s'est pas réparti les rôles. En tout cas, je m'en souviens pas. Pour la conception, on a vraiment travaillé de manière collaborative, hein. C'est-à-dire on a utilisé que Google Doc. On a tout mis sur Google Doc et puis chacun complétait les documents. Donc, on avait des réunions par Skype régulièrement. Donc, on discutait des modifications qui avaient été portées. Et donc, c'était vraiment chacun qui mettait la main à la pâte, qui rajoutait sa touche pendant toute la préparation. Et puis après, les rôles, en fait, pendant le cours, se sont un peu répartis de manière instinctive, voire intuitive, chacun avec ses compétences et ce qu'il avait envie de faire. Donc c'est vrai par contre que j'avais demandé à faire la lettre. Me connaissant, je me suis dit il faut que je m'impose quelque chose, sinon vu ma tonne de travail, j'arriverai jamais à me bloquer du temps. Donc en m'imposant ce travail de réaliser la lettre quotidienne, je m'assurais de pouvoir suivre un minimum la participation et donc de suivre ce qui se passait sur Etipa. Mais autrement, par exemple, les forums, c'est Christine qui a principalement modéré les forums, qui a communiqué dessus. Je me suis un peu occupée de la partie technique aussi sur le forum. Et puis, Morgane a été chargée du volet technique des hangouts, donc des sessions en direct. Voilà, et Jean-Marie, un peu de la gestion aussi des intervenants, des observateurs, etc., quoi. Voilà, on s'est réparti, là où on s'est plus réparti les rôles finalement, c'est dans les sessions en direct où chaque semaine, comme vous l'avez vu, on avait un déroulé avec chacun une partie clairement définie. Voilà. D'accord, merci. Donc, par rapport à cette expérience du MOOC, est-ce que toi, tu avais un objectif personnel au début, avant le MOOC? Alors, j'avais deux objectifs. Le premier qui était personnel parce que c'est un intérêt que j'ai, voilà, mais surtout professionnel, c'était de tester le format MOOC, hein, voir déjà comment le construire, comment le diffuser, etc. Et puis aussi réfléchir après l'expérience à comment l'adapter dans des grandes écoles, dans des universités, pour garder ce volet connectivisme en fait. Que ça soit pas un cours à distance entre guillemets classique, mais ouvert à tout le monde, comme propose Coursera, Udacity, etc. Mais vraiment garder cette idée de collaboration, d'interaction entre les participants, et tout en ayant un minimum de guidage par les facilitateurs.
Donc ça, c'était vraiment un objectif, donc un intérêt personnel, mais un objectif principalement professionnel. À titre personnel, bah, c'était les thématiques de chaque semaine qui m'intéressaient également. Et alors là, l'objectif est beaucoup moins atteint. Disons que là, j'ai vécu Itipa côté animateur, je vais vivre côté participant maintenant. Parce que, bah, comme dit, au niveau du temps que ça prenait, j'ai pas eu le temps de vraiment réfléchir au niveau du contenu. Heureusement, la lettre m'a fait pas mal cogiter, mais c'est vrai que j'ai pas pu me plonger comme je l'aurais souhaité. Mais bon, ça c'était un peu évident d'entrer. Mais voilà, comme ça, tout va rester en place. Je vais pouvoir m'y mettre après Noël. Voilà, c'était. Et puis, oui, c'était mes deux principaux objectifs. Et puis surtout, donc, un objectif vraiment professionnel au départ. Sur l'objectif personnel, tu nous as dit qu'il n'était pas trop atteint, mais sur l'objectif personnel, professionnel, pardon, est-ce que tu l'as atteint? Est-ce que tu penses l'avoir atteint? Oui, parce que déjà, on a réussi, enfin, le cours a eu lieu, donc ça, on a réussi à le construire, j'aurais envie de dire assez facilement, finalement. Bon, il y a eu des discussions, on a négocié certains thèmes, certains l'ordre, etc. Mais enfin, ce qui est quand même assez, de ma part, enfin, je trouve assez exceptionnel, c'est qu'on a réussi à monter un projet comme ça sans se rencontrer une seule fois, quoi. Bon, je connaissais Morgane Magna avec qui je travaillais depuis plusieurs années. J'avais déjà eu l'occasion de croiser Jean-Marie Gilliot et d'échanger avec lui aussi sur les réseaux. Par contre, Christine Vaufray, je la connaissais pas du tout. Et on s'est rencontrés physiquement pour la première fois la semaine dernière. Donc, rien que ça, pour moi, c'est un objectif qui est atteint parce que ça prouve qu'on peut travailler, qu'on peut monter un projet ambitieux à distance et avec des moyens même financiers assez restreints. Bon, il y a eu beaucoup de temps passé, donc il y a eu un coût au niveau engagement personnel et au niveau temps passé dessus, mais c'est vrai qu'au niveau financier, finalement, il n'y a que Jean-Marie qui a déboursé vraiment, ça doit être entre 20 et 30 euros pour l'hébergement du site, quoi. Tout le reste, on a réussi à le faire avec des outils libres. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, maintenant, je peux démontrer aux enseignants que j'accompagne qu'on peut monter des projets ambitieux sans forcément avoir beaucoup de budget à disposition. Il reste le temps, qui est une valeur très importante dans le milieu de l'enseignement supérieur. Voilà. Et après, au niveau professionnel aussi, c'est là où on est plus maintenant dans le bilan et on a vu un peu ce qui était possible, surtout comme il y a eu des étudiants de l'école centrale de Nantes et des étudiants de Télécom Bretagne qui ont suivi le cours. Pardon, on a aussi leur retour, ce qui nous permet d'avoir de réfléchir vraiment à ce qu'on peut garder, à ce qu'il faut modifier par rapport à ce modèle pour l'intégrer dans des parcours de formation d'institutions. Voilà. Donc pour moi, à ce niveau-là, l'objectif professionnel est atteint et largement dépassé même. C'est parfait. Alors, on va passer au niveau compétences. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 compétences clés qui pour toi seraient indispensables et prérequises pour animer un MOOC? Pour animer un MOOC. Au niveau des compétences, est-ce que c'est plus une attitude, quoi. Je l'ai pareil suffisamment dit au début. C'était aussi la méthode Coué. C'est lâcher prise, quoi. C'est accepter, comme dirait Dave, le noyage. Hein. On accepte d'être un peu perdu au début et surtout de pas tout maîtriser. C'est vrai que dans un cours en classe ou même dans un cours à distance, on a l'habitude de vraiment essayer de contrôler au maximum. On a tout programmé, on a presque à la minute près le déroulement du cours. Là, il faut vraiment accepter de lâcher prise et de se dire bon bah voilà, j'ai mis en place une structure. Il y a les ressources. Maintenant, c'est vraiment aux participants de jouer et
et de travailler, quoi. C'est vraiment revenir au fait que on n'apprend pas à la place de quelqu'un d'autre, quoi. On met en place un climat, un environnement, on met en place ce qu'il faut pour permettre aux étudiants, aux participants d'apprendre. On va les accompagner dans cette démarche-là, mais on peut pas le faire à leur place. Et surtout, il ne faut pas faire à leur place parce que c'est à eux de faire pour apprendre, en fait. Donc là, il y aurait cette compétence-là. C'est plus une posture, en fait, à avoir j'accompagne, mais je ne fais pas à la place d'eux. Voilà. Après, c'est une deuxième compétence, ça serait aussi de savoir modérer, on va dire, comme on modère un forum, modérer les interactions, etc. Alors, dans le cadre d'un MOOC connectiviste, c'est vrai que le groupe là, a beaucoup joué, a beaucoup été modérateur, ce qui a permis que nous, on ne le soit pas. Il y a des messages sur le forum où on s'est vraiment posé la question, on ne garde pas, et puis finalement, le groupe a régulé. Alors, d'un point de vue légal, je vais peut-être en supprimer un quand même, mais bon, voilà. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment le groupe qui a modéré, mais c'est aussi arriver à un moment à dire, bon, là, il faut qu'on y aille, il faut qu'on se pose et qu'on mette des limites. Alors, c'est soit des limites, soit se dire, ah là, il y a peut-être un relâchement, donc on relance la dynamique aussi. Mais c'est vrai que là, vous avez été un groupe qui avait été super moteur, et donc on n'a pas eu trop besoin de le faire non plus, parce que c'est vous qui relanciez. Allez, le glossaire, venez sur les Itipads et tout. Donc, et ça, je trouve ça fantastique, parce que finalement, ça montre que ce que nous, on souhaitait pour vous, a vraiment eu lieu. Vous avez vraiment compris le principe et investi en fait ce cours et ce MOOC, et donc je trouve ça vraiment génial. Et alors troisième, alors c'est beaucoup plus technique. Troisième compétence, ça serait arriver à être multitâche pendant les séances en direct. Être capable à la fois d'écouter l'intervenant et les questions, de suivre sur Twitter, de préparer et de faire des liens avec la question qu'on va poser après. Et là, plus le temps avançait, je pense, et moins j'ai été compétente. Parce que, avec la fatigue, ça s'est fait ressentir. Donc là, la routine, il y avait je pense que quelques semaines de plus auraient été pas mal aussi. Voilà. Mais c'est vrai que si on reste au niveau technique, il faut déjà que les animateurs aient des compétences au niveau réseautage, utilisation des réseaux sociaux, des outils numériques, etc. Déjà pour pouvoir aider, mais aussi pour avoir une souplesse d'utilisation qui fait qu'on oublie ce volet-là et qu'on peut se concentrer sur autre chose. Voilà. Mm-hmm. En participant à ce MOOC, est-ce que tu visais des acquisitions de compétences particulières? C'est une bonne question. Peut-être plus ou moins consciemment d'ailleurs, mais apprendre à animer un MOOC, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont justement les postures à avoir? C'est vrai qu'au début, les 2 premières semaines, j'ai dû me freiner en me disant « Arrête de répondre au forum, c'est pas à toi de le faire, tu le fais que s'il n'y a pas de réponse et qu'on s'adresse à toi directement. » Mais voilà, donc je pense que voilà, j'avais pas forcément un but d'acquisition de compétences précis. C'était plus qu'est-ce que ça veut dire qu'organiser et animer un MOOC. Et puis voilà, c'est maintenant que je peux vraiment tirer les compétences que j'ai acquises, qui sont en cours de développement d'ailleurs. Celles que tu as développées, oui. Ouais. D'accord. D'accord. Alors, Missy, donc, qu'est-ce que tu as appris dans ce MOOC? Qu'est-ce que j'ai appris? Oh là là.
Plein de choses. Au niveau des outils, et je découvre encore d'ailleurs de nouveaux outils. Je découvre des outils que j'utilisais comme Evernote. Là, j'ai découvert hier des fonctionnalités que je connaissais pas. Et aussi, comment, enfin, alors je l'ai plus observé, disons que c'est pas moi qui ai appris là, mais observé justement comment organiser un travail en groupe, enfin, tout votre travail sur la capitalisation, le travail collaboratif et tout ça. C'était passionnant à observer, voir justement comment ça se construisait, quelles interactions se mettaient en place, qui participaient vraiment, enfin vraiment, non mais qui étaient très présents ou ceux qui venaient participer de temps en temps. Voilà, donc je peux pas dire que là j'ai développé des compétences parce que aussi c'était mon rôle de ne pas trop intervenir dedans. Par contre, à observer, c'est vraiment très intéressant et je pense qu'on en retire tous des informations aussi bien à mettre en œuvre dans un futur travail collaboratif que pour intégrer ces informations dans la conception d'un cours, que ce soit en présentiel ou à distance, mais dans lequel on demanderait aux participants de faire du travail collaboratif. C'est vrai que cette expérience permet après de donner des conseils, de mettre en place un scénario qui favorise le travail collaboratif, la collaboration. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Alors, comme dit, au niveau thématique, là, il faut que j'en revienne dessus. Mais oui, c'est plus après aussi sur comment communiquer aussi dans le cadre d'un... Ce qui a été très dur, c'était dans les lettres quotidiennes de se dire attention, tu as au moins 1400 personnes devant toi qui vont les lire, enfin qui vont les recevoir, sans compter que tout internaute peut les lire. Donc à la fin, il fallait vraiment que je me dise non, ça c'est vraiment une formulation trop personnelle. Donc faut revenir un peu à du formel, quoi. J'avais l'impression de m'adresser, voilà, à vous, à tous ceux avec qui j'ai échangé sur Twitter ou Google+. Et je me suis dit, attention, là c'est non, ça on va le mettre sur Twitter, mais dans la lettre, il faut rester dans du plus formel. Donc ça a été vraiment une négociation entre participer dans le groupe, parce que j'en avais vraiment envie, et en même temps garder cette posture d'animateur et un peu externe. En fait, c'est vraiment un équilibre à trouver parce qu'il ne faut pas non plus être trop externe à ce qui se passe, parce qu'à ce moment-là, il y a une coupure et la communication risque de ne plus passer correctement, et d'être trop présent et de risquer de faire à la place de ceux qui sont censés faire. Voilà, donc là, je pense que j'ai appris beaucoup de choses et que je vais pouvoir en profiter. Là, ça m'a amené vraiment à remettre en question aussi la manière dont je crée mes formations, des formations en présentiel, mais c'est là aussi que ça intervient sur la structuration du cours pour laisser vraiment plus de place aux participants. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. On va aborder les thèmes de séance maintenant. À ton avis, quelles ont été les deux séances, ou les deux thèmes plutôt, qui ont été les plus riches? Alors, riche, dans le sens large, ça peut être les plus intéressants, ça peut être de ton point de vue, ça peut être ce que tu as observé pour les participants, mais essayer d'analyser de façon très globale. On ne parle pas des contenus de la séance en eux-mêmes, mais des thèmes. Alors, c'est pas bien, mais je vais quand même le dire. Il y a deux séances que j'ai pas vues. Les deux que j'ai ratées, j'ai dépassé le milieu, mais de la séance avec François Magnan, et j'ai pas eu le temps de voir encore celle de Jean-Michel Cornu. Alors, à titre personnel, je dirais que celle qui était vraiment la plus intéressante, dans cette perspective de capitalisation et de réutilisation dans le cadre professionnel, c'était celle avec Marcel Lebrun, la dernière.
mais parce que voilà, c'était vraiment dans le domaine de la formation qui faisait bien ces liens, etc. Après, je pense que celle qui a beaucoup intéressé aussi et qui a été beaucoup réutilisée entre guillemets, c'est celle de Denis Lamontagne, quand il parlait de revenir au sens des mots. Hein, de tout simplement repartir du dictionnaire. Et c'est vrai que dans les lectures des articles des participants ETIPA que j'ai pu faire, il y en a beaucoup qui ont appliqué cette méthode. Je l'ai moi-même appliquée d'ailleurs pour, pour une présentation. En se disant, bah, effectivement, alors c'était sur l'évaluation, donc je me suis dit, on va repartir de la définition du dictionnaire pour évacuer la polémique, toutes les théories qui l'entourent, repartir vraiment du sens du terme. Et ça, je pense que ça a eu pas mal d'impact, cette intervention de Denis Lamontagne. Après, j'ai l'impression que celle de Jean-Michel Cornu aussi a eu beaucoup d'écho. Par rapport aux 28 termes, 28 compétences pour le travail collaboratif, hein, si je ne me trompe pas. Donc ça, je pense que ça a eu pas mal de poids aussi. Et alors, mais on t'en demandait que bien. Voilà. Il y a aussi... Non, enfin, elles étaient toutes intéressantes en même temps. C'est pour ça qu'il faut faire un choix. Pardon? C'est pour ça qu'il faut faire le choix. Voilà. Mais c'est vrai que par rapport aux échos que j'ai pu voir dans vos productions, c'était ces deux-là, avec aussi celle de François Magnan quand même sur les différentes étapes et les différents types de veille. Alors après, j'ai quand même bien senti des différences entre les participants. Suivant leur profil. Il y en a, bah, c'était vraiment la veille qui les intéressait le plus, d'autres qui sont un peu plus penchés sur l'apprentissage social. Et là, je peux pas dégager de tendance vraiment, mais il y a vraiment eu des intérêts, par rapport aux articles de blog qui se sont dessinés chez chacun, quoi. Voilà. Et alors, bah, justement, au contraire, le thème ou le thème le moins intéressant ou le moins riche, toujours pareil dans cette optique. Tiens, ils n'ont pas trop parlé de ça, pourquoi? Enfin, ou quelque chose, tu vois. Alors là, ça va être plus en général, pas forcément lié à une session. Et c'est peut-être plus une frustration, c'est un peu fort, mais une réflexion, je vais rester à ce niveau-là, personnelle, c'est sur l'environnement personnel d'apprentissage, où on a beaucoup parlé d'outils. Et finalement, certains, oui, mais une grosse majorité n'est pas allée jusqu'à la réflexion sur sa stratégie. Finalement, avant de penser outils, bah, il faut réfléchir à la manière dont je recherche de l'information, structurer ma veille, etc. Donc, on a aussi pas mal insisté dessus de notre côté en disant attention, il y a la stratégie aussi. Mais c'est vrai que dans les productions, dans les articles de blog, il y en a eu 3-4, mais il y a eu beaucoup une approche outil plus qu'une approche stratégie, réflexion sur sa veille. Voilà. Après, ouais, je vais rester là-dessus. D'accord. Donc, on va passer aux participants maintenant et à leurs compétences. Au départ, à ton avis, est-ce qu'il y avait des compétences prérequises pour pouvoir suivre ce MOOC pour les participants? Oui. Celle qu'on avait fixée, c'était de parler français et d'être capable de poster sur un forum. Peut-être que, l'objectif, c'était aussi d'amener les gens à utiliser Internet et les outils, donc à se les approprier. Maintenant, il manquait peut-être un étage quand même entre les prérequis qu'on indiquait et puis le niveau, peut-être pas tant d'ailleurs au niveau de l'utilisation des outils informatiques ou Internet, mais plus au niveau de l'apprentissage. Être capable
de se former soi-même. Finalement, le thème, là, diriger soi-même sa formation, d'être autonome, hein, et de se dire, bon, bah voilà, on me demande de créer un blog, je sais pas comment faire, et bon, bah, je vais chercher. Et c'est vrai que là, ça a surpris beaucoup de monde, en fait, cette liberté qu'on laissait, cette autonomie qu'on donnait. Euh, et parce qu'on n'est pas du tout habitué à ça, quoi. Dans les formations, les formations qu'on a suivies, dans la grande majorité, c'est il faut que vous fassiez ça, on vous donne les ressources pour le faire, on vous prend pour la main pour y aller, et puis si vous n'y arrivez pas, on vous donne la solution. Tandis que là, c'était vraiment notre politique, c'est on vous dit, on vous conseille d'ailleurs, on vous conseille de créer un blog, de créer un espace de publication. On vous donne quelques pistes, et puis après, effectivement, un peu à vous de jouer, quoi. Et en comptant sur le groupe, justement, sur les échanges entre les participants d'un groupe pour avoir ce soutien et cet accompagnement que nous, on ne comptait pas donner. Et c'est vrai que cette méthode de travail, hein, on a surpris beaucoup, on a eu des critiques, et en même temps, je pense que tous ceux qui ont joué le jeu maintenant sont tout à fait capables de recréer un blog, et ont compris comment créer un blog, mais également comment aller chercher l'information, comment demander, etc., quoi. Par contre, c'est vrai que de mon côté, je me suis vraiment aperçue que je vivais dans une bulle de geeks. Et que il fallait vraiment que je m'en sorte pour être capable aussi de comprendre les difficultés des participants à la formation, et pour mieux pouvoir les accompagner. Alors, dans le cadre d'ITIPA, mais dans le cadre d'autres formations également, quoi. Donc là, c'est vrai qu'un des prérequis c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, à intégrer dans la scénarisation d'un MOOC et puis largement d'un cours à distance, c'est donner les clés de cette autonomie à apprendre, en fait. Voilà, de comment s'organiser pour et quelles stratégies mettre en place, quelles questions à se poser quand on apprend comme ça tout seul, mais dans un groupe quand même, pour avancer, garder sa motivation, ne pas être perdu. Voilà, je pense que c'est à intégrer au minimum dans le scénario, et puis suivant le niveau des objectifs, suivant le public aussi, soit le positionner en prérequis, soit donner les clés dans la formation. Merci. Ouais. Sinon, d'après toi, hein, toujours quelles compétences les participants ont pu acquérir pendant ces 10 semaines? Ah bah alors là, ça va dépendre de chacun, vraiment. Là, ça va dépendre de l'investissement de chacun. Comme ça, pour ceux qui ont suivi, non, on va dire toutes les compétences qu'on peut avoir développées. Il y a des compétences techniques, ça c'est clair, numériques, créer un blog, faire des recherches sur des moteurs de recherche, choisir son moteur de recherche, travailler aussi ou au moins réfléchir à son identité numérique. Est-ce que je me présente sous mon identité réelle, ou est-ce que je me crée un pseudo? Quels sont les enjeux, les avantages et limites de chacun? Il y a aussi un volet qui était visé par le MOOC de compétences informationnelles. Comment repérer mes sources d'informations? Quelle validité leur donner? Comment les valider? Comment mettre en place une stratégie qui va comprendre des outils pour avoir une veille efficace sur les sujets qui m'intéressent. Également tout ce qui est apprendre avec les autres, hein. Comment collaborer. Il y en a, c'est pas sûr qui s'est vraiment compris comment communiquer dans un groupe, comment échanger, comment aussi là aussi lâcher prise, parce que quand on est dans le collaboratif, le produit final c'est le produit du groupe, et donc ne pas essayer de s'approprier
le travail ou même une partie du travail, quoi. Donc il y a tout ce volet travail en groupe, négociation. Je pense notamment au glossaire, là où il y a eu différentes étapes. Je pense qu'il a fallu négocier les définitions et la synthèse qui a été adoptée par tout le monde. Donc il y a tout ce volet de travail en groupe et puis apprendre à apprendre. Justement, comment mettre en place une stratégie, comment acquérir des automatismes. Je pense par exemple, on me demande de créer un blog, je sais pas faire, je vais sur un moteur de recherche, je tape je crée un blog et puis voilà, je suis après les informations, quoi. C'est des petites choses, mais pour avoir entendu une collègue hier qui me disait mais je suis étonnée des étudiants en école d'ingénieur qui viennent me voir parce que l'imprimante ne marche pas et puis voilà, ils disent je sais pas. Donc c'est aussi apprendre par soi-même, c'est se poser des questions, essayer de trouver par soi-même ou alors savoir aussi quelle personne aller voir pour trouver, enfin pour avoir de l'aide, quoi. Donc il y a repérer les experts, on va dire, aussi qui rentrent dans ce volet de apprendre à apprendre. Voilà, et puis réfléchir aussi, et ça en fait partie, à l'après. Donc là, je suis dans la formation, je développe des compétences, ça me fait réfléchir à pas mal de choses. Le cours ITIPA avait 10 semaines, mais bon, au bout de 10 semaines, il ne faut pas que ça s'arrête. Alors, là, il y a un travail collectif, collaboratif qui se poursuit, mais même à titre personnel, c'est comment je fais réutiliser ce que j'ai appris dans le cadre du MOOC dans d'autres contextes, éventuellement comment je vais l'intégrer dans mes propres formations, comment je vais le réexploiter dans d'autres domaines, etc. Et ça aussi, ça fait partie de l'apprendre à apprendre. C'est ce qu'on a vu à apprendre tout au long de la vie, c'est faire des liens entre différentes choses. Donc, je pense que c'est aussi une compétence qui a été développée pendant le cours. Après, voilà, les compétences acquises dépendent aussi des objectifs que chacun s'était fixés. Voilà. Tout à fait. Merci. Sinon, est-ce que tu as commencé à en parler tout à l'heure, des retours sur des étudiants justement de l'école centrale de Nantes et Télécom Bretagne? Alors Télécom Bretagne, pas trop. Il faudra voir avec Jean-Marie. On avait donc pour les étudiants de Centrale Nantes, il y a 2 réunions présentielles qui ont été programmées. Il y en a eu une à mi-parcours et il y en a eu une en fin. Alors elle devait avoir lieu lundi et puis pour des raisons pratiques, elle a été déplacée à mi-janvier. Donc je pourrais vous donner le retour à la fin du cours qui est après la mi-janvier. Mais c'est vrai que le retour des étudiants, c'était déjà cette surprise de la liberté et de l'autonomie qui leur a été donnée et cette difficulté à la gérer aussi. On a eu beaucoup de j'ai pas pris le temps. Alors il y a eu j'ai pas eu le temps et il y a un étudiant qui a été honnête et qui a dit je n'ai pas pris le temps sur de vraiment travailler dessus. On a eu aussi des retours sur j'ai créé un blog, je parle dessus mais je me sens un peu seule et donc comment rentrer en contact justement avec les autres participants et en discutant avec eux, on s'est rendu compte finalement ils restaient dans leur communauté d'étudiants d'école centrale, un peu avec les élèves de télécom mais pas trop. Et que ils n'étaient pas forcément allés voir en dehors. Ils n'avaient pas forcément essayé de nouer contact via le forum, etc. Il y en a qui l'ont fait, hein, mais pas tous. Voilà, et puis après, cette question on a eu beaucoup de remarques sur oui, je veux bien créer un blog, je veux bien créer un compte Twitter et tout ça, mais disons que raconter ma vie sur mon blog, ça m'intéresse pas et puis j'ai pas envie que tout le monde la connaisse, quoi. Donc leur expliquer aussi finalement que on leur demandait pas forcément un blog sur leur expérience ITIPA, mais un blog qui les amenait à réfléchir sur un centre d'intérêt, qu'ils mettent en place une stratégie de veille sur ce sujet-là, etc.
Donc là, c'est pareil, il y en a plusieurs qui ont joué le jeu et qui ont été cités dans la lettre. Je le dis parce que il y en a un qui a dit, oui, moi j'étais cité le lendemain, mes statistiques ont explosé. Voilà, donc c'était ce volet autonomie, responsabilisation qui les a surpris et donc qui nous a interrogés justement sur comment créer un MOOC dans le cadre d'une école qui permette aux étudiants de vraiment développer cette compétence. Et donc, qui impliquerait peut-être plus d'accompagnement au début et puis une autonomisation progressive pendant la durée du cours, peut-être. C'est une des pistes à réfléchir. Par contre, ce qu'ils ont souligné, c'était que ils s'y étaient inscrits pour deux raisons. C'était la thématique et puis le format aussi. Ça les intriguait pas mal. Alors, on va passer au bilan. Est-ce qu'il y a eu des imprévus? Lesquels Technique. Les premiers, c'est imprévu technique. On a eu un gros stress à la réunion du 6 décembre avec des gros soucis techniques. Et la semaine dernière, Marcel Lebrun s'est connecté à 6 heures pile. On était en train de démarrer le compte à rebours en se disant bon, c'est pas grave, on va notre ordre du jour. Et là, il y avait la pression. On s'est dit non, c'est la dernière, il faut qu'on assure, quoi. Donc, il y a eu ces problèmes techniques, mais bon, qui au final n'étaient pas bien graves non plus. Après, dans les difficultés, peut-être plus des profils de personnes. Hein. On sentait qu'il y avait, réfléchir à comment intégrer. Je veux pas utiliser gérer parce que ça a un côté matériel et financier, mais plutôt comment intégrer certaines personnes qui clairement avaient des difficultés. Il y avait une méthode de communication qui n'était pas efficace. Donc ça, on y a réfléchi. Et tout au début, les remarques sur je suis complètement perdue, sur les prérequis, voilà, les compétences nécessaires. Et vraiment cette réflexion sur finalement on était donc 4 animateurs qui utilisant les réseaux sociaux depuis des années, on était vraiment très à l'aise et peut-être des questions qu'on avait évoquées mais qu'on avait peut-être balayées un peu trop vite au moment de la préparation sur l'identité numérique par exemple. C'est quand même dit, nous ça fait 5-6 ans qu'on est dessus, donc voilà, pour nous, le choix a été fait. On a eu des choix différents d'ailleurs, mais voilà, donc ça a été une réflexion là-dessus, sur le degré d'accompagnement aussi. Voilà, il y a des gens qui ont des difficultés. Est-ce que on les prend par la main on les prend par la main en faisant un accompagnement plus proche, quoi, mais en les laissant faire quand même, ou on laisse le groupe les accompagner. Voilà, des réflexions sur ce niveau-là, beaucoup. Et puis après, sur notre posture d'animateur également. On prend par la main ou on fait le groupe, trouver cet équilibre. Et puis après, voilà, on revient au problème technique. Arriver à prendre la relève de l'un d'entre nous qui ne peut pas assurer sa mission pour X raisons, au pied levé. Donc là, c'était aussi peut-être pas une difficulté parce que là, quand on était malade, les collègues ont bien pris la relève rapidement. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à s'adapter, et être très très proactif à ce niveau-là. Pour les difficultés. Après, c'est celle que je relève. J'ai pas vraiment eu le temps encore de me poser pour vraiment faire le bilan et de me dire voilà ce qui a été vécu, que je revienne, que je reprenne semaine par semaine comme certains d'entre vous font déjà, et de se dire là qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, etc. Donc c'est un peu ce que les premiers ressentis là que je vous donne.
Oui, mais c'est mieux, hein, on souhaitait un bilan à chaud. Sinon, vous aurez demandé l'interview dans 2 mois. Hein. Ça serait pas les mêmes résultats, ça c'est sûr. Exactement, exactement. Ça, on en est bien conscient. Et sur le rythme de ces 10 semaines, qu'est-ce que tu peux nous dire sur... C'est les vacances ce soir. Je pense que au niveau du cours, c'était enfin, certains ont pu ressentir que c'était rapide. En même temps, il fallait garder une certaine dynamique. Et je l'avais annoncé avant même le début d'ITIPA, c'est voilà, vous pouvez sauter une semaine si la thématique vous intéresse pas et profiter de cette semaine pour approfondir le thème précédent ou commencer à amorcer le suivant, par exemple. Donc, plus notre objectif, il n'y avait pas d'objectif de validation, de certification, etc. Donc, c'est vrai que on abordait les thèmes et puis à chacun après de choisir s'il approfondit ou s'il passe au suivant ou s'il reviendra dessus à la fin du cours, etc. Mais peut-être qu'avec des objectifs plus précis de formation, des compétences vraiment qui sont annoncées en début, il faut peut-être effectivement prendre un peu plus de temps. Mais là, on rentre dans un autre type de MOOC. Et ça, c'est une réflexion à avoir aussi dans nos établissements, c'est qu'est-ce qu'on garantit entre guillemets à la sortie, quoi. Est-ce que on certifie qu'à la fin il y a ces compétences-là qui ont été acquises, et donc effectivement dans ce cas-là, il faut prévoir plus de temps, plus d'activités autour de ces tâches, de ces compétences pour pouvoir bien les développer. Et même de toute façon, du moment où on annonce, voilà, on vise telle compétence, il faut aussi prévoir une évaluation à la fin. Donc là, on rentre vraiment dans quelque chose de différent. Mais j'ai oublié la question de départ. C'était d'ailleurs plus sur ton rythme. Ah oui, voilà. Ah oui, alors là, ça a été. Alors, je suis très contente de m'être astreinte à réaliser cette lettre, mais c'est vrai que je prenais vers le milieu, j'ai fini par me dire, je prends 1h30, 2 heures maximum, et puis si j'ai pas tout mis ce jour-là, je compléterai le lendemain, quoi. Mais arriver à se dire, bon, je m'arrête là. Et puis surtout, je vais réorganiser mon emploi du temps en soirée. C'est pour ça qu'au début, vous aviez la lettre entre minuit et 1h30 du matin, et qu'après, vous l'aviez vers 10h30. Donc, c'est vrai que c'était quand même très prenant. Aussi bien par rapport à la réalisation de la lettre, mais aussi pour tout ce qui est gestion, préparation de la réunion suivante. Vous l'avez vu quand c'était les participants qu'on invitait, c'était un peu à l'arrache au dernier moment. Voilà, donc la réflexion, on a eu aussi des demandes d'intervention, des questions extérieures de personnes extérieures. Donc ça a été quand même un bon investissement. J'étais à un colloque la semaine dernière où on m'a posé la question, en gros, combien de temps vous estimez que vous avez passé tous? Enfin, combien de temps il faut prévoir pour préparer un MOOC? Et avec cette personne, j'ai calculé qu'on avait passé à peu près 10 mois entre la préparation et l'animation, sans compter l'après encore. Et que, en gros, on avait une personne à plein temps sur 10 mois, quoi. Sachant que moi, par exemple, je vais exploser un peu les statistiques puisque chaque jour, 4 à 5 soirs par semaine, je passais au moins 2 heures, 1h30, 2 heures dessus, plus tout le travail à côté. Voilà, c'est quand même un bon investissement et donc un rythme assez soutenu. Et là, je peux dire que, comme dirait une collègue, je suis très fatiguée cognitivement parlant. Là, vous voyez, au début de votre interview, je me souvenais de la question et là, c'est de plus en plus dur. Donc, je suis en vacances ce soir, c'est moi. Mais bon, c'est vrai que c'est intense, intensif, tout ce que vous voulez. Mais c'est vraiment une expérience qui est tellement enrichissante au niveau des échanges, au niveau du contenu, au niveau de l'animation, etc. que je regrette pas de l'avoir vécu du tout, quoi.
C'est vraiment, voilà. Vous savez, j'ai un peu mis ma vie sociale entre parenthèses pendant 10 semaines, ça c'est sûr, en tout cas en semaine, mais je ne regrette pas du tout. C'est surtout parce que ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes aussi et d'avoir cet élargissement aussi de ma bulle. Hein, voilà, c'est un très beau bilan de mon côté. Ben justement, puisque tu parles de beau bilan, quels sont les points forts positifs que tu peux retenir? La collaboration. Je pense que le principal, c'était ça, la collaboration. J'ai vraiment été impressionnée par tout ce que vous avez fait, par les idées lancées, cette créativité et cette originalité, comment vous êtes approprié le projet et on avait tiré le meilleur. Alors, je dois reconnaître que j'ai pas eu le temps de lire tous les étapes, de lire tout ce que vous avez fait, mais rien que le fait de savoir que vous travaillez dessus, c'était, j'ai trouvé ça fantastique parce que c'est pareil, au départ, vous ne vous connaissiez pas, enfin, pour la grande majorité, vous ne vous connaissiez pas, et il y a un groupe vraiment qui a émergé et je trouve ça vraiment fantastique, quoi. C'est vraiment le témoignage que on peut réaliser des choses à distance, sans se connaître et développer des vraies rencontres, quoi. Certes, c'était virtuel au départ, mais si demain il y a la possibilité que tout le monde se rencontre, je pense que tout le couple là, il va s'arranger pour pour pouvoir se rencontrer. Il y a il me semble avoir vu des idées de projets de membres d'ITIPA, mais en marge d'ITIPA, enfin, qui ne sont pas rattachés à ITIPA, qui ont émergé également, quoi. Donc c'est vrai que on s'était dit comme critère de réussite, bah, si on arrive à ça, bah c'est bon, quoi, pactole, quoi. On a atteint notre objectif et je pense qu'à ce niveau-là, on peut le dire, quoi. C'est ouais, certes, les 1400, alors il y a un peu, au 7 décembre, moi j'ai le chiffre du 7 décembre, il y avait 1389 inscrits. Tout le monde n'a pas participé. En même temps, on ne sait pas ceux qui ont vraiment abandonné de ceux qui ont suivi de manière anonyme et dans leur coin. Enfin, sans côté péjoratif hein, ou négatif du tout. Mais je pense que ça a été une expérience pour tout le monde, même ceux qui l'ont suivi un peu de loin. Et ça a amené tout le monde à se poser des questions sur la manière d'apprendre, sur la manière dont on forme et sur aussi l'avenir de la formation, quoi. Alors, peut-être un petit point négatif qu'on a soulevé, mais ça c'est aussi dû à la manière dont on a communiqué, c'est que quand même une grosse majorité des participants viennent du monde de la formation. Alors que ça soit enseignement, primaire, secondaire, supérieur, formation professionnelle, mais c'est quand même pour une grande majorité des professionnels de la formation. On a été très contents de voir qu'il y avait des personnes d'autres milieux quand même. On les a cherchées d'ailleurs pour les faire intervenir. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que même en essayant de communiquer hors de nos réseaux, finalement, ceux qui s'étaient inscrits, c'était vraiment pour une grosse majorité par curiosité sur la méthode employée, quoi. Et quand on regarde la liste des inscrits, on voit qu'il y a des chercheurs en sciences de l'éducation et qui n'ont pas participé de manière visible, on va dire, dans ITIPA, mais voilà, donc c'était vraiment une curiosité sur la méthode. Et donc, l'anecdote, j'avais parlé à un des médecins du projet, et donc pas du tout dans le monde de la formation. Elle me dit, ah, c'est super, je vais en parler à une amie parce que la thématique va l'intéresser, et puis je vais en parler à mon fils parce qu'il est prof à la Sorbonne. Et là, je me suis dit, bah oui, mais c'est le Sorbonne qui se mord la queue. Même en parlant dans un autre milieu, on en revient au monde de la formation. Mais voilà, je pense que ça a été ça aussi, c'est que le phénomène MOOC s'est vraiment développé en 2012. Les gens l'ont connu pour la grande majorité à ce moment-là et ont voulu voir ce que ça donnait aussi, quoi. Voilà. Avant de parler des sujets d'amélioration, on aurait voulu savoir aussi s'il y avait eu des freins. Des freins de quel côté? De notre part ou... Ah
des freins d'une façon générale, mais il peut ne pas y en avoir eu, hein. C'est pas forcément, on cherche pas Oui. à te faire dire des choses. Est-ce que toi, tu as senti des freins là où tu vis, enfin, dans ton milieu professionnel ou Alors, par les étudiants? ouais, au niveau du projet, on m'a pas du tout dit attention, ça va pas marcher, voilà. Euh, Au contraire, on a été soutenus. Au début, je travaillais encore à l'école des mines, donc l'école des mines m'avait soutenu dans le projet. Puis l'école centrale a pris la relève dans le soutien, les télécoms Bretagne également. Top Cursus Denis Lamontagne donc, qui est même intervenu. Donc on a vraiment été soutenus par nos institutions. Là où on a eu des interrogations, c'est plus sur justement le côté communauté, où c'est pour ça aussi qu'on était très contents de la manière dont ça s'est développé, parce que en France particulièrement, c'est vrai que la notion de communauté, je vais pas dire c'est perdu, mais enfin, on n'a pas le même rapport à la communauté que les anglo-saxons, par exemple. Donc c'est vrai qu'on avait des interrogations sur est-ce que la mayonnaise va prendre? Est-ce que vraiment il y a une communauté qui va émerger, qu'il va vraiment y avoir du travail collaboratif, qu'il y a des interactions qui vont se mettre en place, parce que sans tout ça, il n'y avait plus de MOOC connectiviste, quoi. On retombait dans un cours, et puis alors là, ça aurait été un cours catastrophique, parce que nous, on aurait gardé, enfin, je pense qu'on aurait beaucoup plus incité à la collaboration aussi, mais voilà, donc on a eu cette interrogation et en même temps on s'est dit bon allez on fait confiance, on y va, quoi. En plus on savait qu'il y avait des personnes qui allaient s'inscrire, sur lesquelles on n'avait aucun doute sur la volonté de collaborer et tout ça, donc bon, on s'est lancé en se disant il y a quand même voilà, on ne prend pas trop de risques non plus. Autrement des freins, on n'en a pas eu. Enfin, je pense pas. Si, il y a eu un frein technique, c'est au niveau du choix de l'outil pour la vidéoconférence. C'est vrai qu'on est resté sur des outils gratuits parce que on n'avait pas le choix. Mais si tout le monde avait pu participer, ça aurait été vraiment super sympa. En même temps, c'est difficile à gérer hein, pour avoir fait l'expérience, même à 400, si tout le monde pouvait pas être là, c'était très dur. Mais ça aurait permis à chacun d'avoir le sentiment de pouvoir s'adresser directement à l'intervenant et de pas avoir à passer par des intermédiaires. Mais autrement, oui, je pense pas. Par contre, on a eu des critiques, il y a eu des articles disant que Itipa, c'était du grand n'importe quoi, qu'on respectait pas les principes pédagogiques de base, etc. Mais par rapport à ce qu'on a vécu et aux autres commentaires et critiques positives de professionnels reconnus, d'experts en sciences de l'éducation, en pédagogie, c'est vrai que voilà quoi, c'est un peu noyé dans la masse. Et puis surtout, elles se sont tues très rapidement, ces critiques négatives. Et en même temps, on les a pris de manière très relative parce que il n'y avait aucun enjeu pour personne. Et l'idée, c'était vraiment de tester, quitte à se dire à la fin, effectivement, c'est un format qui convient pas du tout, quoi. Ou alors, on a fait des grosses erreurs. Mais l'objectif, c'était vraiment une expérimentation. Donc, après, ça marche pas. On tire les conséquences, justement. Qu'est-ce qu'il faut améliorer ou pas, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que ces critiques, on les a pris quand même avec, bon, il y en a certaines où j'ai réagi très, très violemment. Heureusement qu'on était 4 pour en discuter. Et puis, voilà, à 4, ça a permis de relativiser et de se dire, bon, oui, on ne les évacue pas parce qu'elles peuvent être intéressantes. Je pense qu'effectivement, il y avait des choses qu'on peut améliorer. Par exemple, le site internet qui était vraiment pas le plus ergonomique qu'on aurait pu proposer, quoi, par exemple. Donc voilà, au niveau des freins et des critiques, je pense que on n'en a pas eu tant que ça. Et alors, justement, les améliorations, quels seraient les sujets d'amélioration possibles? Alors, je pense que
enfin, j'ai une formation d'environnement, de création d'environnement multimédia pour l'apprentissage. Donc là où on a un gros travail et on n'a probablement pas pris assez le temps de le faire justement en amont, c'est sur le site internet. Avoir des outils vraiment ergonomiques qui facilitent la discussion, qui permettent de retrouver l'information rapidement. Parce que là, c'est vrai que quand on arrivait dessus, on pouvait très facilement être perdu, quoi. Donc, on a essayé d'y remédier dans les premières semaines. Mais bon, il y avait eu un choix technique de fait au départ et c'est vrai que on était contraint par ce site, enfin par ce choix. Il était hors de question de changer d'outil en cours. Mais donc, vraiment travailler en amont l'espace. J'aime bien prendre l'image de la place du village, en fait, pour expliquer le MOOC. Les animateurs, on est les conseillers municipaux. On met à disposition la place du village avec le panneau d'affichage pour les informations, le bar, et puis les gens ils viennent au bar et ils repartent en groupe et ils créent leur propre maison, leur propre espace environnement de travail. Et voilà, et je pense que notre place du village était tout à fait perfectible. Après, au niveau... C'est peut-être aussi un travail au niveau de la présentation du format du cours. Vraiment prévoir des documents, peut-être plus que ce qu'on a fait. Là, on a fait une page sur présentant le principe d'un MOOC, mais détailler plus, donner des exemples peut-être un peu plus. Bon, là, c'est là que je sens que j'ai pas eu le temps d'y réfléchir plus que ça. Après, ça, on a essayé de modifier en cours, c'est les sessions. C'est vrai que on est 4, 5 et au maximum 8 dans le Google Hangout. On a l'impression d'être entre nous, donc on échange des blagues, surtout avec le chat à côté, on peut réagir. Et ceux qui ne sont pas dedans, ils ne voient pas du tout ça et ça peut donner une impression de fouillis. Donc on a eu l'occasion justement, moi j'ai commencé à regarder la vidéo de François Magnan et puis Christine Vaufray aussi a visualisé une vidéo dans laquelle elle n'avait pas pu participer. Et donc on s'est dit attention, là il faut améliorer et on a essayé de structurer beaucoup plus. C'est là où on a mis un ordre. Vous avez dû voir apparaître, je vais donner la parole à cette personne, voilà, pour que ça soit plus clair pour tout le monde et vraiment que ça soit pas un brouillon, un point et demi, pas possible. Donc, je pense, voilà, tout ça, c'est au niveau de la forme. Ça, c'est sûr. Au niveau du contenu, on a eu une question, j'ai vu une question sur un blog sur la pertinence de l'ordre des thématiques. Et c'est un choix qu'on a fait. Alors, je ne sais plus sur quoi c'était. Mais on avait choisi justement de mettre ce thème-là à la fin ou au début, je sais plus. Donc, mais on a eu des discussions, par exemple, sur la semaine formation tout au long de la vie. Au début, on avait même prévu de la mettre 2 fois, une fois au début et une fois à la fin pour vraiment boucler la réflexion. Et puis finalement, on l'a mis qu'à la fin. On m'a fait aussi des remarques sur la première semaine. Voilà, moi je m'étais inscrite sur Internet outillé pour apprendre et puis hop, la première semaine on parle de MOOC. Donc là c'est pas cohérent. Mais voilà, on s'est dit c'est un nouveau format, il faut que les gens se l'approprient, qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Donc on a commencé par ça. Mais bon voilà, c'était des choix. Je pense que on n'a pas eu l'occasion d'en parler, d'échanger là-dessus entre animateurs. Mais je pense qu'il y avait quand même une cohérence. Et ouais, je suis pas sûre que, en tout cas personnellement, que je changerais l'ordre. Voilà. Après aussi, la difficulté qu'on a eue, c'était au niveau du contenu, donc sur le niveau des ressources, le niveau des interventions. Et on s'est dit en même temps, on vise tout public. Et pas que le public du monde de la formation. Donc, il faut vraiment que tout le monde, un maximum de participants puissent comprendre. Donc, on va pas rester des pâquerettes, ça c'était pas l'objectif non plus, mais on va rester à un niveau qui permette à chacun d'avancer, d'avoir une réflexion, mais en même temps qui soit partagé par un maximum, quoi.
Voilà. Donc, il y a Christine qui avait publié un article d'ailleurs dessus sur le choix des ressources et du niveau des ressources en fonction du public. Et donc, c'est pareil, on s'est dit, suite à cette réflexion, non, on garde notre ligne directrice, on garde le niveau le niveau qu'on avait ciblé, donc on modifie pas les ressources. On en a peut-être ajouté d'autres complémentaires, mais on modifie pas. Ça a joué également sur ma sélection de ressources dans la lettre quotidienne. Par exemple, il y avait des participants qui avaient une réflexion pédagogique. Ils sont chercheurs en sciences de l'éducation, là, pour le coup, et donc il y avait plein de vocabulaire, il y avait plein de jargon, et je me suis dit, c'est passionnant, mais je vais pas le mettre, parce que, voilà, quoi, il faut tenir compte de tout le monde. C'était pas l'objectif d'avoir une réflexion en sciences de l'éducation. Et là, on s'est interrogé aussi sur arriver à trouver un code pour indiquer le niveau des ressources, par exemple. Et puis bon, on a laissé tomber, mais c'est peut-être une piste à creuser pour un autre cours où là, ça serait pertinent, par exemple, de s'interroger sur si on peut imaginer un cours, un MOOC où il y a plusieurs niveaux de sortie proposés et proposer des ressources de différents niveaux. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'on fait un MOOC ou est-ce qu'on fait plusieurs? Ça, c'est une question, mais voilà, c'était des pistes de réflexion qu'on a eues aussi. Voilà. Eh ben, merci, c'était très complet. Ben, ça va être notre dernière question. C'est quel est le retour des institutions, de la communauté éducative universitaire en France sur ce type d'apprentissage et sur les MOOC en général? Il y a beaucoup de réflexions. Ce que je vais dire, c'est un nouveau champ de bataille entre les différentes institutions, peut-être pas, mais c'est la guerre. Il faut qu'on soit les premiers à y aller, quoi, un peu. Mais c'est surtout, ça remet beaucoup de choses en question. Je ne sais pas si vous avez lu l'article de Bruno de Vauchel sur comment ça s'appelle, ils ont mis des ressources en ligne et ils s'en mordront les doigts. Je l'ai ouvert quelque part, je pourrais donner là. Voilà, mettre en ligne, j'ai la page qui se charge pas. Mettre en ligne des cours, ils s'en mordront les doigts. Où ils s'interrogent justement sur la place. Finalement, et c'est la question que posait Marcel Lebrun la semaine dernière aussi, c'est finalement quelle est la place des campus dans ce nouvel horizon de formation, quoi. Que, effectivement, si demain je peux suivre une formation entière de Harvard à distance, j'ai déjà mes diplômes, donc je recherche pas forcément un nouveau diplôme. Et puis surtout, ils sont en train de réfléchir à des solutions pour diplômer à distance. Finalement, qu'est-ce qui va me faire que je vais m'inscrire à l'université de Nantes, à une grande école, et encore plus dans les grandes écoles? Qu'est-ce qui va justifier, me motiver à passer un concours pour intégrer, à passer 2 ans en classe prépa pour passer un concours et intégrer une grande école, quoi. Donc c'est vraiment des réflexions qui, là, on sent qui sont en cours dans les établissements. Là, c'est vrai qu'ils en sont actuellement, oula, ils se lancent là-dedans, il faut qu'on y aille aussi parce qu'autrement on va être dépassé. Et commence à émerger cette question de, voilà, le campus, le présentiel, quel nouveau rôle lui donner, comment le revaloriser en fait par rapport au cours à distance, quoi. Alors, c'est vrai que si on regarde un peu tout ce qui se fait, la présence a beaucoup de choses à apprendre, la formation en présence a beaucoup de choses à apprendre de la formation à distance, parce que dans le cadre de la formation à distance, il fallait vraiment réfléchir les interactions, les tâches, et donc c'est des choses qui sont transposables dans un cours classique en face à face, mais il faut y réfléchir et les intégrer, quoi. Et voire même vraiment réinterroger le rôle de la classe et de l'enseignant avec des interactions enseignant-élève dans le cadre d'une formation qui intègre de la formation à distance, par exemple. Et oui, autrement, c'est vraiment un gros bouillonnement. A priori, il y a un groupe de travail au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur qui réfléchit justement à la création, enfin à la place du MOOC, à la création d'un MOOC, je crois. Alors c'est plus dans la formation des enseignants, mais donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été acquis, c'est peut-être un grand mot, acquis au moins d'un point de vue enjeu stratégique,
pour les établissements, quoi. Voilà. Ok. Ben, je vais arrêter la diffusion. Merci encore, Anne-Céline, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci.